part aussi avec des instruments pour se guider, un chronomètre, un théodolite, une boussole, qu'il prend d'ailleurs soigneusement dans un panier pour qu'il ne soit pas du tout chahuté sur les dos d'éléphant. Yersin fait une expédition donc, scientifique envoyée par le gouverneur général d'Indochine. Donc, le but du voyage, d'étudier un projet de route partant de Saigon pour pénétrer en pays Moy. Sa deuxième exploration, alors là, ce sera la plus longue, ça dure 7 mois, il va découvrir un plateau, Lang Bian, qu'il séduit complètement à la sortie d'une grande forêt de pins. Il y a un grand plateau où il y a des herbes ondulantes qui lui rappellent la mer, d'ailleurs, mais dont l'air frais, très tonique, lui rappelle aussi la Suisse. Et au loin se détachent aussi les montagnes du Lang Bian. Et il va s'en souvenir, puisque quelques années après, le gouverneur général de l'époque, Paul Doumer, a envie de créer une station climatique pour les Français d'Indochine, de façon à ce qu'ils retrouvent un climat un peu tempéré. Et Yersin va lui indiquer ce plateau. Et sur ce plateau va naître la ville de Dalat. La peste, il faut savoir que depuis le début de l'humanité, c'était une terreur pour les gens. Elle arrivait d'un seul coup dans des endroits où on n'avait jamais vu ou pas vu depuis un très grand nombre d'années. Et puis elle se répandait comme la poudre et les gens mouraient. Alors, la peste qu'on connaît le plus dans nos pays, la plus célèbre, c'était la peste noire dans les années 1300, 14e siècle, où là, entre le tiers et la moitié de la population européenne est morte de la peste. Donc ça a été quelque chose d'épouvantable. Et alors il se trouve que dans les années 1890, il y a une épidémie qui venait effectivement de Mongolie, qui a commencé à dévaster la Chine, qui est arrivée en Chine du Sud. Et les possessions françaises d'Indochine, le Tonkin, était à la limite de la Chine. Et le gouvernement français avait peur que la peste arrive de Chine au Tonkin. Alors il savait qu'il y avait un élève de Pasteur qui était sur place, donc Yersin, et il a été décidé qu'il fallait envoyer cet élève de Pasteur sur place pour essayer de voir quelle était la cause, parce qu'à l'époque on ne savait pas encore que c'était dû à un microbe. D'abord on lui dit il faut aller au Yunnan, le sud de la Chine, et puis finalement il réfléchit bien, il dit non, c'est à Hong Kong que ça se passe, là vraiment l'épidémie est à son plus fort. Donc en 1894, Yersin part pour Hong Kong. Il arrive dans une ville totalement dévastée. La plupart des Chinois s'enfuyaient, il y avait des morts partout, etc. Yersin arrive en tant que Français à Hong Kong. Les Anglais sont un peu vexés parce qu'ils n'ont pas de délégué britannique pour faire de la recherche sur la peste. Donc, il se dit qu'il va essayer de trouver le microbe.
Mais il n'était pas tout seul. Il y avait déjà sur place une équipe japonaise qui était dirigée par Kitasato. Kitasato, qui avait été initialement fait ses travaux sur les toxines chez Koch, était revenu au Japon. Et là, il avait été envoyé par son gouvernement à Hong Kong pour essayer de trouver le microbe de la peste. Les Anglais soutiennent Kitasato, du moins dans un premier temps, et empêchent Yersin de faire les autopsies à l'hôpital Kennedy Town pour prélever des échantillons, parce que Yersin ne veut pas prélever des échantillons de sang. Yersin s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de bacille de la peste dans les échantillons de sang. Yersin veut prélever du pus sur les bubons des pestiférés. En me promenant dans les rues des quartiers infectés, je remarque beaucoup de rats morts qui gisent sur le sol. Un grand nombre de maisons sont fermées, peu de monde dehors. De temps en temps, on croise une civière portée par 2 Chinois. C'est un nouveau malade qu'on transporte à l'hôpital. J'ai même vu le matin de bonne heure des cadavres de pestiférés gisant au milieu de la rue. Je n'ai guère à me louer de ces Japonais qui ont au début fait tout leur possible pour m'empêcher de travailler et qui ensuite se sont appropriés le peu que j'avais trouvé. Ce sont des gens peu scrupuleux, de vrais Asiatiques. D'ailleurs, les médecins anglais n'ont pas été non plus des plus aimables. Enfin, cela ne m'a pas empêché de faire mon petit travail, ce qui est le point essentiel. Yersin n'a pas d'autre solution que de s'installer dans une paillote en dehors de l'hôpital Kennedy Town et de soudoyer les croque-morts pour pouvoir, juste avant l'ensevelissement des morts, faire ses prélèvements de pus dans les bubons. Et dans cette paillote, à la fois il dormait et il faisait ses expériences, genre de choses qu'on ne ferait pas tout à fait aujourd'hui, manipuler le bacille de la peste et dormir à côté. Kitasato, dans sa manière de procéder, n'avait pas fait les bons choix dès le départ, alors que Yersin tout de suite avait constaté que le bacille de la peste ne se trouvait pas dans le sang. Il devait donc se trouver à un autre endroit. Et Yersin s'est tout de suite dirigé sur la lésion principale de la peste bubonique, c'est-à-dire le bubon inguinal avec son contenu de pus. Et c'est ce qui a expliqué en fait l'avancée rapide de Yersin et le succès de son travail. Les morts, avant d'être enterrés au cimetière, sont déposés pendant 1 heure ou 2 dans une sorte de cave. Ils sont déjà dans leur cercueil. J'enlève un peu la chaux pour découvrir la région crurale. Le bubon est bien net. Je l'enlève en moins d'1 minute et je monte à mon laboratoire. Je fais rapidement une préparation et la mets sous le microscope. Au premier coup d'œil, je reconnais une véritable purée de microbes, tous semblables. Ce sont là de très petits bâtonnets, trapus, à extrémités arrondies et assez mal colorés. Alexandre Yersin disposait d'un microscope. Donc il a très rapidement mis en évidence les petits bâtonnets à bout arrondi et colorés caractéristiques de la peste, mais Yersin n'avait pas d'étuve pour pouvoir incuber ces cultures à la température du corps, à 37 degrés, contrairement à l'équipe japonaise de l'hôpital Kennedy Town. Mais Yersin a eu de la chance parce que le bacille de la peste pousse mieux à température ambiante que dans les cuves. Et il a pu, en 1 semaine, isoler le bacille de la peste, qui est son grand titre de gloire après son travail avec Roux sur la diphtérie. Kitasato a aussi prétendu qu'il avait isolé le bacille de la peste, et encore aujourd'hui, on voit des livres où on dit que le bacille de la peste a été isolé parallèlement par Yersin et Kitasato. Mais en fait, il y a des écrits très clairs qui montrent que le bacille qui a été isolé par Kitasato, ça n'était pas le bacille de la peste. En fait, c'était le pneumocoque. Et souvent, les gens qui attrapent la peste attrapent en plus le pneumocoque. Donc, Kitasato s'était trompé. Et c'est vraiment Yersin qui a découvert le bacille de la peste. Et c'est pour ça qu'on appelle la bactérie aujourd'hui Yersinia pestis. Ça a été reconnu seulement dans les années 1940 que c'était vraiment lui le découvreur du bacille de la peste.
C'est sûr que la découverte du bacille de la peste, c'était important sur le plan scientifique, mais c'était pour les populations, bon, ça ne changeait rien à leur vie. Dès qu'il a eu les bacilles, il l'a envoyé à l'Institut Pasteur. Par la poste normale, là encore, c'est des choses qu'on n'imaginerait pas aujourd'hui. Il a envoyé à plusieurs reprises des tubes avec le bacille de la peste dedans. Quand le bacille est arrivé à l'Institut Pasteur, on a commencé à essayer de faire un sérum anti-peste. Et en fait, les gens ici, Roux en particulier, ont fait une inoculation de bactéries vivantes à un cheval qui a été assez secoué. Il aurait pu mourir, il a beaucoup maigri, etc. Mais il s'en est sorti et il a fait un sérum anti-pesteux qui s'est révélé être excellent. Alors, Yersin, en fait, est venu à ce moment-là à Paris, il a contribué à cette fabrication du sérum, et puis il est reparti avec en Indochine. Et avec ce sérum, il a accompli un véritable miracle. Tizé, jeune Chinois de 18 ans, était mal à l'aise depuis quelques jours. À midi, la fièvre se déclare subitement et le malade doit s'aliter. Le jeune Chinois est somnolent. La fièvre est forte, la langue chargée. Dans l'aine droite existe un empattement très douloureux au toucher. Nous avons bien devant nous un cas de peste confirmé et la violence des premiers symptômes peut le faire classer parmi les cas graves. Je pratique une injection de 10 ml de sérum. De 9h à minuit, aucun changement. La fièvre est toujours très forte et il y a un peu de diarrhée. À partir de minuit, le malade devient plus calme et à 6h du matin, celui-ci se réveille et dit qu'il se sent guéri. La fièvre, en effet, est complètement tombée. La guérison est si rapide que si plusieurs personnes autorisées n'avaient comme moi vu le patient la veille, j'en arriverais presque à douter d'avoir traité un véritable cas de peste. Et c'était vraiment un miracle. Vous savez, comme Lazare, lève-toi, bon, Tizé, lève-toi, Tizé. Donc ça a été miraculeux. Il a pu le faire ensuite sur plusieurs autres personnes qui avaient la peste. Et ça, c'est une chose qui a quand même beaucoup frappé les esprits. C'était un véritable Dieu qui était capable de sauver des pestiférés. Donc il s'installe à Nha Trang dans le but de construire un Institut Pasteur. Et ce sera le deuxième créé en Indochine. Donc lui, il va s'occuper des maladies animales, essentiellement, de leur pathologie, de leur traitement. Et donc il a besoin d'animaux, évidemment, pour cela. Donc il va se faire éleveur. Pour nourrir ces animaux, il faut des pâturages. Donc il va se faire, là, cette fois, agriculteur, planteur. Il va trouver un terrain, une vingtaine de kilomètres de Nha Trang, à Sui Gao, où il va défricher et mettre ses animaux en pâture. Il reviendra à Nha Trang pour lui-même commencer une production de sérum antipestique selon le schéma élaboré à Paris. Il lui faudra pour cela des chevaux qui seront immunisés avec le bacille de la peste, et puis des chevaux qui ensuite seront saignés pour fournir le sang, puis l'antisérum contre la peste. Aujourd'hui encore, ces installations servent à la production de sérum contre le tétanos et contre la rage.
En 1894, lorsque Yersin découvre l'agent de la peste, cette maladie est encore très répandue dans le monde, notamment dans le monde asiatique, non seulement en Chine, au Vietnam, mais aussi en Inde. Et à partir de ce moment-là, les besoins en antisérum explosent. Et il faut donc répondre aux besoins en créant des installations de grande envergure propres à pouvoir garantir la production de grandes quantités d'antisérum. Alors tout ça, ça coûte cher, évidemment, donc il lui faut d'autres ressources. Et il a l'idée de planter des EVA brasiliensis, c'est-à-dire l'arbre à caoutchouc. Curieux de tout, il avait repéré qu'il y avait des arbres à caoutchouc en Malaisie. Il en rapporte des graines, il sème et il va trouver une ressource majeure pour son institut, c'est-à-dire le latex. Après avoir observé des petits arbres à caoutchouc dans la forêt pendant ses explorations, il a eu l'idée géniale de faire des essais de culture avec l'arbre à caoutchouc. Et ces essais ont bien réussi, de sorte que les arbres qu'il avait plantés en 1897 ont permis une première livraison de latex à Michelin en 1905. 1,316 kg exactement pour une valeur de 28 francs 50 français de l'époque. Alexandre Yersin a réalisé que cette production de latex avait un grand avenir par rapport à l'industrie automobile qui était en plein essor en Europe à cette époque-là. Après ce premier succès, il va poursuivre ses efforts. Et ce sera, comme il dit, une affaire en or. Et c'est grâce à Yersin, on ne le sait pas, mais c'est Yersin qui a vraiment introduit l'arbre caoutchouc en Indochine, qui a été aussi la grande richesse des coloniaux français. Il va s'intéresser à la technique aussi, à l'électricité, aux radiations. Il aura des voitures aussi. Ce seront les premières voitures, une Serpollet 5 chevaux notamment, qui va rouler dans les rues de Saigon et de Nha Trang, à la grande stupéfaction des habitants, des autochtones. Nous nous trouvons devant le pont Long Bien à Hanoï et un général français lui demanda début 1903 de pouvoir utiliser cette voiture ou de se faire conduire par Alexandre Yersin lui-même de l'autre côté du fleuve Rouge en traversant ce nouveau pont pour aller conduire des manœuvres. Et puis, toujours cette passion aussi pour toutes les techniques récentes, modernes. Il va se passionner pour la météorologie, qui lui sert aussi pour ses plantations. Il va se passionner pour l'astronomie, à tel point qu'il va commander chez Zeiss une lunette astronomique. Il va surmonter sa maison d'un toit, d'un observatoire. Il se passionne pour l'agronomie tropicale. Ça le captive complètement. Il va planter beaucoup de plantes, notamment pour leurs vertus thérapeutiques, médicinales. Et puis, il va ouvrir également une autre station dans la montagne, sur le Homba, à 1500 mètres d'altitude. Et là, il va commencer à y planter aussi
un autre arbre, une autre espèce, qui est l'arbre à quinquina. Et donc il avait l'idée de construire une route pour accéder à cette montagne du Honba. Peut-être que Yersin avait aussi envie de construire une station dans une région alpine dans laquelle il pourrait recréer un peu son monde des Alpes qu'il avait connu. D'autre part, il pensait que les arbres akinines pousseraient mieux au mont Honba que dans la plaine parce que le climat sur cette montagne est relativement frais, beaucoup plus frais qu'il l'est dans la plaine. On sait que la quinine sert pour la lutte contre le paludisme. Lui-même prend sa quinine pratiquement tous les jours. Enfin, sa ténacité aussi lui permet de récolter dès 1928 donc une bonne production de quinine, à tel point que pendant la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, l'Indochine sera complètement indépendante sur le plan de cette production de quinine. Mais pour lui, le mont Honba était aussi une possibilité de retraite, parce que Yersin avait besoin d'indépendance, il avait besoin de solitude, il avait un réel besoin de se retrouver face à lui-même. Et il a passé au Honba des semaines entières, mais pour ne pas être trop loin de l'Institut Pasteur, eh bien, il avait eu l'idée d'installer au Honba sa première station de télégraphie sans fil, qui lui permettait de correspondre avec ses collaborateurs en étant lui-même absent physiquement. « 18 février 1905. Chère sœur, un télégramme expédié de Ferney que j'ai reçu hier matin m'annonce la triste nouvelle de la mort de maman. Quoique je m'attendisse depuis longtemps déjà à cette éventualité, j'ai été très impressionné, et je pense qu'il en aura été de même pour vous tous. J'ai hâte d'avoir des détails et d'apprendre ce que vous allez décider pour l'avenir. Mon existence s'écoule fort tranquille à Nha Trang. Je t'écrirai probablement une fois par mois. Ne m'en demande pas plus, mais écris-moi plus souvent, tu sais que cela me fera plaisir. Adieu ma chère sœur, je t'embrasse. Ton frère affectueusement. Docteur Yersin. Yersin c'est un solitaire. C'est un solitaire, mais ce n'est pas un misanthrope. Il est extrêmement indépendant. Il trouve son bonheur, oui, sa joie dans la recherche. Il est très dédaigneux aussi des applaudissements. Il est indifférent à toutes les félicitations. La gloire lui importe peu. Il n'aime pas les honneurs. C'est un timide aussi. Il a une très, très grande sensibilité. Et c'est certainement à cause de cette grande sensibilité et cette timidité qu'il va se forger un caractère énergique, volontaire. Et puis à la fois, cette grande sensibilité, elle se manifeste aussi par sa compassion vis-à-vis des personnes humbles, des pauvres. Après, tout le reste de sa vie, il est à Nha Trang, qui est ce petit port de pêche. Il a des relations très étroites avec les pêcheurs qui partent le soir et qui vont pêcher toute la nuit, qui reviennent au petit matin. Et à la fin de sa vie, il relevait les hauteurs des marées, il surveillait les typhons, il donnait des signaux optiques aux pêcheurs en disant « Non, non, ce soir, vous ne partez pas, c'est trop dangereux, demain, le vent va souffler trop fort ».
Yersin non seulement avertira les pêcheurs, mais il les hébergera aussi à plusieurs reprises dans sa maison en dur pour les protéger, eux qui vivaient dans des paillotes, dans des petites maisons légères, pour les protéger des typhons. Donc on retrouve chez lui cette combinaison entre un intérêt universel quasiment pour les questions scientifiques et une bonté très profonde et innée pour l'être humain qui a besoin d'être aidé, qui a besoin de soutien. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà